Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Jab Live, votre nouveau média consacré au MMA, à la boxe et à la culture des sports de combat en général. On continue notre approche de l'énorme rendez-vous pour le MMA français, 10 mai à Montréal, UFC 315. Manon Fiorot va tenter de devenir la première représentante tricolore, championne incontestée à l'UFC face à la légende Valentina Shevchenko. Et on continue donc avec un contenu avec les gens qui ont aidé à préparer Manon pour cet énorme rendez-vous. On va commencer à ma gauche avec le coach de striking de Manon Fiorot, manager de la performance au Boxing Squad de Nice. Monsieur Jérôme Bollerin, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous recevoir, on est très content d'être là et on va parler un petit peu de Manon. On va discuter de Manon, de sa prépa et de tout ce qui fait que pour vous, elle va aller conquérir ce titre le 10 mai à Montréal. Et je suis ravi également d'accueillir un combattant amateur de MMA, futur professionnel, vous l'avez notamment vu dans les championnats internationaux IMAF. Théo Muris, comment ça va? Enchanté, ça va très bien, merci de l'invitation et comme a dit Jérôme, on va tout faire pour vous montrer pourquoi et qu'est-ce qu'on a fait pour chercher cette ceinture. Ouais. Exactement, toi tu as été notamment le sparring, tu es depuis longtemps le sparring de Manon et tu as imité Valentina Shevchenko. J'aurais quelques questions pour toi là-dessus. J'ai essayé. On essaiera peut-être de te faire un peu de danse kyrie, Jérôme. Non, ça mériterait peut-être. Mais... J'ai révisé la choré juste avant, c'est bon. Il est bon, il est prêt, il est prêt. Les gars, première question que je voulais vous poser, c'est votre premier souvenir de votre rencontre avec Manon, de quand ça date et quels souvenirs vous en avez, Jérôme? Alors moi, ça fait presque une dizaine d'années. À l'époque, Manon était en train de réfléchir sur est-ce que je continue dans le pied-point ou est-ce que je bascule sur le MMA. Et elle m'a demandé, et à l'époque, j'entraînais déjà un petit peu en tout ce qui était striking. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux faire du MMA, il faut aller voir le meilleur. Et le meilleur, c'était Aldric Cassata, qui est mon ami. Et du coup, je lui ai dit, va voir Aldric et tu verras ce que tu veux en faire. Et aujourd'hui, voilà, 10 ans plus tard, on est à la porte de la ceinture de l'UFC. Donc ça, c'est ma grosse discussion. C'était même pas en entraînement, c'était à la suite d'un entraînement. Et ça reste pour moi un instant et une mémoire vraiment forte que j'ai de Manon. Et tu disais, elle vient du pied-point, elle vient de karaté même aussi. Toi, c'est ta spécialité aussi, le striking. Qu'est-ce que tu pensais de Manon, la combattante, à cette époque-là? Un gros striking, des jambes très fortes, très rapides. Elle travaille aussi vite avec ses jambes qu'avec ses poings. Donc une faculté sur tout ce qui est créer de la vitesse, créer de la force au niveau du membre inférieur. Derrière, elle avait une grosse explosivité au niveau des déplacements. Donc pour nous, c'était super intéressant. Et au niveau striking, on était déjà pas mal complet. Après, il a fallu un petit peu changer pour mélanger le MMA dedans. Mais je pense qu'il faut garder ses qualités et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. On va parler de cette évolution du striking un peu plus tard aussi. Théo, ton premier souvenir avec Manon? Moi, c'est assez drôle parce que c'est à peu près comme Jérôme, c'est il y a 10 ans. Donc je devais avoir à peu près 9-10 ans. T'étais pas très grand là. C'est ça. Je commençais le jiu-jitsu et je l'avais vu dans un cours. Et justement, c'était après justement tes conseils parce qu'elle commençait le jiu-jitsu. Et là, maintenant, de m'entraîner avec elle 10 ans après, de participer à son camp, à une ceinture mondiale, pour moi, c'est une énorme fierté. Tu faisais déjà du jiu-jitsu depuis longtemps, toi? Ouais, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans, c'est après 8-9 ans que je fais du jiu-jitsu. Et donc, quand je l'ai vue, c'est vrai qu'elle avait toujours cette détermination qui prouve aujourd'hui qu'elle est au plus haut niveau. Et là, voilà, de la voir là et d'être à ses côtés, c'est un grand plaisir. Ouais. T'étais meilleur qu'elle en jiu-jitsu à l'époque quand elle a commencé? On n'avait pas tourné encore. On tournait pas encore. Un peu petit pour tourner encore. Un peu petit pour tourner. Un peu petit, ouais. Mais je te parlerai de l'évolution un peu de son JJB et de son sol parce que ça va être intéressant à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rôle dans cette team autour de Manon? On sait que c'est une team aujourd'hui très professionnelle, très structurée, avec des spécialistes dans chaque compartiment. C'est quoi votre rôle dans un camp de préparation pour un tel rendez-vous comme celui de Valentina, Jérôme? Alors moi, j'ai un double rôle. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, je vais manager la performance. On s'est mis à l'instar des gros clubs de football où il y a pas mal de moyens. C'est ce qu'on a mis en place pour Manon. Donc, en fait, on a dédié Aldric qui s'occupe de tout ce qui est head coach. Donc, il va manager la partie wrestling, grappling et la partie striking, c'est la mienne parce que côté passion, et puis j'ai toujours fait ça. Et puis après, on a la partie préparation physique et récupération qu'on a pris en compte en fait, et on va avoir moi je vais manager toute cette équipe. Donc on va avoir un coach de course à pied, un coach de tout ce qui est aspect cognitif et force, et on va avoir un coach de mobilité, et après on a tout ce qui est équipe sur le travail de récupération, le kiné et le physio. Toi, tu l'as rencontré, tu nous disais, il y a 10 ans, mais à quel moment tu rejoins vraiment officiellement la team et tu commences à avoir ce rôle auprès de Manon? J'ai toujours été avec Aldric. Donc, à partir du moment où elle a décidé de s'y mettre et qu'elle a commencé un petit peu... Il n'y a pas de date précise. Il n'y a pas de date précise. J'ai toujours été là pour l'aider et on a toujours construit ensemble. Et voilà, donc aujourd'hui, on en est là.
Avant de passer à Théo sur cette question, mais j'ai l'impression que cette team, je le disais juste avant, elle s'est vraiment structurée depuis quelques années, depuis les premières fois, moi, que je suis venu à Nice rencontrer Aldric ou Manon au Boxing Squad, et que c'est devenu très, très, très pro. Quelle sensation, toi, sur l'évolution de l'équipe qui est autour de Manon ces dernières années? Plus tu montes en niveau, plus il faut équilibrer les équipes. Tu peux pas travailler seulement avec les seules personnes pour avoir toujours le même visage en face de toi tous les jours. C'est difficile pour un athlète de très haut niveau. Il faut avoir une équipe pluridisciplinaire avec des qualités très importantes. Et aujourd'hui, on s'est entouré des meilleurs pour aller gagner cette ceinture. Donc, on a tout fait pour. Et toi, dans cette structuration-là, Aldric a ce rôle de chef d'orchestre, un peu de head coach, mais c'est toi qui implique tout ce qui va se passer en striking, par exemple. C'est vraiment ta vision qui est impliquée en striking, avec bien sûr l'accord et en bonne entente avec Aldric. Ouais, on est toujours en discussion. Après, on a toujours travaillé ensemble. Ça fait 16 ans qu'on est avec Aldric, donc on a les mêmes visions. On n'a pas besoin de se parler, on a toujours les mêmes visions. S'il y en a des doutes, on discute. On est toujours dans l'échange. Et après, il me laisse la carte à 150%, les yeux fermés, pour travailler avec les athlètes. Donc, si j'ai une question, on va en discuter, mais ça va. Généralement, je fais mon taf, quoi. Théo, ton rôle dans ce camp, je le disais dans l'intro, t'as imité Valentina Shevchenko. C'est ton grand rôle dans ce camp, t'es le sparring partner attitré et qui revient le plus de Manon. C'est ça, donc je suis le sparring de Manon. Et mon rôle, c'est d'essayer d'adapter les techniques de Valentina et ce qui va se reproduire en situation réelle, donc pendant le fight. Et justement, voilà, il y a Jérôme, Aldric qui m'envoient les positions à travailler, ce que fait Valentina. Et de là, moi, j'essaye de reproduire, d'analyser ce qu'elle fait. Et ce qui permet à Manon de bien travailler, bien mettre en place et en pratique ce qu'elle travaille avec Jérôme, Aldric. Et donc, voilà, moi, j'ai ce rôle-là. J'essaye d'aider vraiment Manon au maximum et de donner dans la personne pour qu'elle puisse récupérer sa ceinture. Ça m'intéresse d'aller dans le détail quand même de ça. C'est-à-dire que tu disais que Jérôme, comme Aldric, t'envoie des positions. Mais est-ce que toi, pour prendre ton rôle à plein, tu t'as regardé, je sais pas, 50 combats de Valentina, tu vois, et tu t'as essayé de te mettre vraiment dans la peau de Ouais, bien de sûr, Shevchenko. j'essaye de regarder son style, comment elle se déplace, quels sont ses coups favoris, quand elle va vouloir lutter, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire. Et après, je peux le transposer à l'entraînement. Et en plus, j'essaye de mettre beaucoup de volume, beaucoup de cardio, pour que voilà, Manon, elle soit prête le jour J, quoi. Elle est un peu moins blonde que Valentina Shevchenko, il y a une petite différence, Théo. Mais est-ce que toi, avoir ce rôle un peu, qui est un vrai rôle d'accompagnement pour le coup, d'une préparation de performance, ça t'aide dans ton jeu à toi de MMA aussi? Bien sûr, ça m'aide. On en discutait là, il y a pas longtemps avec Aldric et Jérôme, justement, de pouvoir, par exemple, Valentina, on sait que c'est une gauchère. Donc moi, de base, je suis droitier. Donc là, de travailler mes techniques en gaucher, c'est sûr que ça va m'aider plus tard dans ma carrière. Et ça m'aide d'avoir un nouvel éventail technique. Donc ça, je pense que c'est vraiment tout bénef pour moi. Hier, j'assistais à un entraînement au Boxing Squad. C'était au PAO, Jérôme, et il y avait Christophe Minou qui donnait quelques conseils au bord de la cage. C'était joli à voir. Je l'ai rarement vu affûter comme ça quand même, Manon. Le volume qu'elle mettait, la force des coups, la puissance des coups, l'efficacité. Tu dirais que c'est le camp où c'est la meilleure version de Manon Fiorot qu'on verra à l'UFC 315? Évidemment. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on a tout fait pour, on a tout mis en place pour. On s'est équipé de tout ce qu'il fallait au niveau du matériel de récupération. Et donc, du coup, on n'a pas laissé place vraiment à quoi que ce soit qui pourrait nous embêter. Donc, on a tout fait pour pouvoir aller Quoi qu'il chercher. arrive, il y aura zéro regret, en fait. On a tout donné. Tout fait, ouais. Tous, parce que c'est beaucoup d'investissement pour Manon, mais il y a beaucoup d'investissement pour l'équipe, physique, mental, que ce soit Théo, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui est face à Manon, il faut qu'il soit à 100% tous les jours quand il va la voir, et, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc toute l'équipe a tout donné. Ouais. Théo, là-dessus, toi, ça fait longtemps que tu spares aussi avec Manon. Ouais. Tu la trouves plus affûtée que jamais avant ce rendez-vous? Ouais, là, franchement, c'est affûté. Déjà, au début du camp, elle était limite déjà affûtée. Donc là, après 8-9 semaines, je crois, on est déjà. C'est le top de sa forme. Elle a ses réflexes, elle a toutes ses techniques en tête. Donc là, on sait qu'elle va pouvoir performer à son maximum. Ouais. Je rebondis sur un truc très intéressant que tu as dit, Jérôme, c'est quand on est face à Manon, il faut être à 100%, physiquement comme mentalement, parce que c'est elle qui demande ça aussi par son niveau de performance. Moi, je le dis souvent, ce qui m'a toujours étonné depuis le début que j'ai rencontré Manon, c'est une bête de travail. Il y a très peu de noms que je peux citer dans le MMA français, je peux citer un Saladin Parnasse par exemple, qui ont ce niveau d'éthique de travail et de côté je travaille tous les jours, même le dimanche, je vais courir à côté de chez moi. À quel point elle est spéciale là-dessus, Manon? Toi qui as connu quand même beaucoup d'athlètes de par ton parcours. Comme tu disais, par
par rapport à mon parcours, j'ai eu la chance d'entraîner des athlètes de très haut niveau, que ce soit dans le football, au niveau équipe nationale, dans les sports mécaniques, des athlètes de très très haut niveau. Et Manon, elle a quelque chose de spécial. Elle est à part. Elle a la gagne en elle. Et elle peut pas perdre. Et donc, du coup, ça lui donne envie de performer à chaque entraînement. Elle est toujours à 110%. C'est pour ça que la personne qui vient s'entraîner avec elle, si elle est un petit peu fatiguée, ça va pas bien se passer. Il faut qu'elle ait quelqu'un qui soit à 110% parce que c'est une femme qui est complètement à part et qui va vouloir gagner à tout moment. C'est ce qui fait qu'elle est une championne. Tu vois, par rapport aux autres athlètes, il y a une différence à ce niveau-là, pour toi? Pour moi, elle a vraiment ce déclic au niveau de la psychologie du sportif de très haut niveau, où tu retrouves ça très rarement, où il va avoir un déclic, où il va avoir des changements, elle est capable de s'adapter, elle est capable d'animer elle-même cette flamme qu'elle a au fond d'elle pour pouvoir aller chercher des retranchements. C'est vraiment incroyable, vraiment. Théo, toi, tu la connais bien à l'entraînement. Il y a ton frère aussi avec vous. On connaît plusieurs membres du Boxing Squad, les Axel Sola, les Virgil Hogan et autres. Elle est unique pour ça, pour sa capacité de travail. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a son titre à l'UFC. C'est que c'est vraiment une bête de travail. Elle a vraiment la discipline, la motivation aussi avec. Et voilà, moi, je le vois à l'entraînement, par exemple, on va dire qu'on finit un gros sparring donc de 5x5. Et derrière, elle va vouloir faire des pattes. Elle va vouloir en faire plus. Et c'est ça, je pense, qu'ils font les grands champions. Et donc, pour moi, ça me motive. Et d'être tout le temps à côté d'elle, ça me permet de voir et d'avoir un très bon exemple sur ce qu'il faut faire pour réussir. Tu disais, ça me motive, mais il n'y a pas des fois où ça te déprime? Il n'y a pas des fois où tu te dis, flemme, voilà, elle donne tellement, elle, que moi, des fois, je rentrerais bien tranquille à la maison, quoi. C'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai ce tempérament qui aime aussi voir les gens qui se dépassent. Et moi, ça me permet de me dépasser aussi. Donc, franchement, c'est top, ça. Tu disais tout à l'heure, tu l'as connue très jeune en JJB. Toi, t'étais très jeune et elle commençait le MMA. L'évolution d'une Manon au sol, parce qu'aujourd'hui, on est toujours honnête sur Jab Life, on voulait le recevoir Flavio Santiago, il n'a pas pu, qui est son coach de grappling pour cette préparation et depuis quelques temps déjà, il n'a pas pu pour une question d'emploi du temps, mais je voulais ton avis là-dessus et ton regard sur l'évolution de son sol, puisqu'elle vient quand même du pied-point, donc c'est pas sa spécialité de base. À quel point tu l'as vu évoluer pendant toutes ces années et quel niveau elle a aujourd'hui selon toi? Franchement, elle a le niveau UFC de tenir n'importe quelle femme au sol. Je l'ai vu évoluer, franchement. Je peux dire qu'elle a vraiment fait du très bon travail parce qu'on sait, voilà, c'était une striking, elle a ça dans sa peau. Et d'évoluer comme ça et d'être aussi compétente maintenant au sol, ça montre encore une fois sa volonté, sa force de travail. Et quand elle se met dans un domaine, elle le fait à 100%. Elle t'étonne des fois? Ouais, oui. Tu vois, sur des progrès rapides ou des choses comme ça? Bien sûr, elle a sa capacité, je pense, à regarder quelque chose et à pouvoir le reproduire et l'adapter de suite. Et donc au sol, c'est vrai que les gens, ils n'ont pas forcément vu de quoi elle est capable, mais bon, peut-être qu'un jour il est découvrant. Tant qu'il n'y a pas besoin, pourquoi c'est ça, hein? C'est ça, mais en tout cas, on peut dire assurément qu'elle est au point là-dessus. Ouais. Toi, Jérôme, l'évolution du striking, je t'en parlais tout à l'heure, tu l'as connue très tôt sur ça, tu sais d'où elle vient, c'est sa base. À quel point son striking sur ces années de MMA là, au plus haut niveau, a évolué? En fait, si tu veux, quand on l'a récupérée, elle sortait beaucoup du karaté, même si elle avait fait pas mal de kick et de boxe thaï. Derrière, on a eu quand même... Donc, il faut savoir que sur le karaté, au niveau du Shotokan, on est pas mal sur des travails assez rectilignes, avec des déplacements assez grands, avec beaucoup de feintes au départ. Donc, il a fallu garder ce travail, cette explosivité, tout en pouvant aller sur le côté en activant tout ce qui est travail rotatif, donc travailler tout ce qui est crochet avec des mawashi qui partent un peu plus de loin, qui se transforment et qui soient habilités à faire sur du MMA. On a parlé avec Christophe Midou sur Jab Life et qui nous disait elle a encore une marge de progression énorme. Tu le vois, toi, ça aussi? Elle a tout. En fait, avec Manon, c'est qu'elle est capable, comme il disait Théo tout à l'heure, elle a une faculté d'apprentissage que peu de personnes ont. C'est-à-dire qu'on lui montre un truc, ok, elle vous dit ok, elle vous dit non, c'est pas possible, elle n'a pas compris. Et en fait, elle vous ressort les choses directement dans l'état où vous l'avez montré parfaitement. Après, le rôle d'un coach, et c'est ce qui fait très bien Aldric, Christophe et moi-même, c'est de s'adapter à la personne que vous avez en face. De ne pas lui donner les mêmes schémas que vous avez appris. Et en fait, c'est à haut niveau, la capacité de l'entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter à l'athlète qu'il a en face de soi et de lui donner... parce que tu ne peux pas changer quelqu'un qui est très fort dans l'axe à quelqu'un qui est très fort sur le côté et qui travaille. Il va falloir
augmenter son travail, mais il va falloir comprendre comment elle bouge pour que tu l'amènes là-bas. Et ça, c'est important. C'est un défi aussi, ce combat contre Valentina Shevchenko, pour toi, le coach de striking. On sait d'où vient Valentina également, de ce pied-point. Je pense que si on interrogeait le grand public avant ce combat-là, le grand public qui suit un peu le MMA de loin, te dirait, je pense que la meilleure strikeuse des deux, c'est Valentina, parce qu'il y a ce passé aussi là-dedans. Tu le prends un peu plus comme un défi, tu vois, c'était encore plus un défi d'affronter une telle légende et casse cette réputation dans son striking, même si aujourd'hui, Valentina, elle a un jeu complet de MMA, clairement. C'est une combattante de MMA globale. Comme je disais, Valentina, c'est une légende dans ce qu'elle a fait aujourd'hui dans le MMA. Après, je pense qu'en striking, maintenant, elle n'a plus rien à démontrer. Elle va le démontrer le 10 mai. Mais elle a fait un gros combat face à Rose, qu'on disait qu'il était meilleur en pied-point ou en boxe anglaise que Manon. Et on a vu ce qui s'est passé à Paris. Donc, sa capacité à s'adapter à la personne en face. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait pour Valentina. On a fait un travail complètement différent. Mais elle sera capable de s'adapter au travail de Valentina et même d'aller vers l'avant, quoi. Ça fait peur, Valentina Shevchenko, quand on connaît son passé, tu vois, c'est... Quand je dis peur, je sais bien, il n'y a pas de peur, mais c'est ça... On se dit, la montagne, elle est quand même très haute à gravir. Non. Après, je pense qu'il faut mettre Valentina Shevchenko, comme je disais, c'est une légende. Ça sera toujours une légende, il faut la respecter pour le travail qu'elle a fait. Mais par contre, le 10 mai, ça sera une adversaire. Et si tu mets ton adversaire comme une légende, eh ben là, tu vas taper dans un mur et tu peux pas lui taper dessus et essayer d'aller gagner ce titre. Donc, ça sera une adversaire. On a fait tout le boulot technico-tactique avec Aldric et Christophe et Flavio pour pouvoir faire ce qu'on doit faire le 10 mai. Aujourd'hui, ça sera une adversaire comme une autre. C'est marrant parce que je rebondis sur ce que tu dis. J'ai des gens, moi, je sais de ces derniers jours à qui je parlais et qui me disaient, quand j'écoute Manon ou Aldric, là, avant ce combat, j'ai l'impression que dans leur tête, c'est déjà fait, qu'ils ont déjà remporté la ceinture. Et ils me disaient, ils sont trop confiants. Ils disaient, non, c'est pas une question de trop confiance. Tu peux pas aller dans un combat aussi important avec un tel enjeu en te disant, je vais y aller, je vais me faire battre par Valentina et je vais repartir, je serai contente d'avoir fait la ceinture. Il faut cet état d'esprit, il faut, on respecte la légende, mais à un moment, on est là pour l'emporter, quoi. On est là pour gagner. Donc, les challenges, on aime ça, la performance, on aime ça. Ils n'étaient pas là pour gagner lors de ce genre de combat. En fait, il faut rester à la maison. Donc, on a tout fait pour. Le 10 mai, elle sera prête et le 10 mai, on va aller gagner cette ceinture. Comment, toi qui connais bien aussi Manon, quand elle t'en parle de ça, comment elle vit ce défi Valentina Shevchenko? C'est de l'envie qu'elle a d'affronter un nom comme celui-là? C'est de l'envie. Je pense que ça la booste encore plus. Je pense que quand tu as ce mental de champion, tu as justement envie d'affronter des champions, des gens qui sont au top du niveau, d'affronter les meilleurs. C'est pour ça qu'on fait ce sport. Donc là, c'est le mental, c'est on y va pour gagner. C'est pas pour faire 5 rounds pour pas perdre. Non, c'est pour gagner et on va le faire. Je lui ai posé la question dans l'interview qu'on a fait pour Jab Life, mais je disais, c'est le tel combat d'une vie. C'est un tel Graal qu'elle veut conquérir depuis des années. Est-ce que vous pensez que si elle prend la ceinture, et on y croit fort tous autour de cette table, je le sais, il va y avoir un moment de décompression et que c'est dur de repartir parce que ton objectif de vie est atteint, en fait. Comment tu vois ça, Jérôme, toi qui la connais bien aussi? Moi, je la connais bien. Je sais que... Je vous dis pas ce qu'elle m'a répondu, comme ça, je vous laisse répondre avant. Moi, je pense que c'est juste un passage. Elle va gagner cette ceinture et elle va vouloir montrer au monde encore qu'elle peut être meilleure au-dessus, en dessous et peut-être dans d'autres disciplines. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense pas que ça soit une finalité pour elle, même si, bien sûr, pour tout combattant, la ceinture de l'UFC, c'est vraiment important. Mais je pense qu'elle veut montrer qu'elle est une combattante de manière générale exceptionnelle et qu'elle veut devenir une légende, et ça sera une légende. Théo, elle va continuer. Tu vois, elle va poursuivre, même s'il y a la conquête de cette ceinture. T'as aucun doute là-dessus? Aucun doute, clairement. Je peux affirmer 100% ce que dit Jérôme. C'est ce qu'elle nous avait répondu aussi, pour tout vous dire. Donc c'est clair et net. Sur le côté coaching, parce que c'est une autre question que j'ai posée, et j'aimerais bien avoir ton avis, Jérôme. Ouais. Est-ce que tu imagines Manon Fiorot comme une coach plus tard? Et comme une bonne coach? Alors, bonne coach, c'est sûr, mais par contre, ça va être difficile pour les élèves qui vont être avec elle, pour les combattants qui vont être avec elle, parce que, étant donné qu'elle est très dure pour elle-même, je pense pas qu'elle acceptera d'être pas dure avec les personnes qui ont fait le boulot. Et c'est ça qui risque d'être difficile. Mais oui, ça peut être une très bonne coach, parce que déjà, elle voit tout ce qu'on voit, elle le voit. Après, tu peux pas tenir les rênes de tout. Il faut se laisser aller quand tu es athlète. C'est pour ça mais elle voit déjà tout ce qu'on voit. Elle a déjà vu. Cet œil, elle l'a. Bien sûr, sans aucun doute. Elle ferait une bonne coach, Théo? Ouais, je pense. Surtout avec l'expérience qu'elle a acquis. C'est vraiment des atouts qu'elle peut avoir pour faire une très bonne coach. Ouais, pour tout vous dire, elle nous a dit en fait que
elle aurait du mal à se projeter sur des élèves moins fortes qu'elle et à Ouais, dire ça. un peu ce côté Thierry Henry qu'il avait quand il Ouais, était ça, coach, ça. c'est-à-dire elle est pas capable de reproduire ce que moi je suis capable de faire et Ouais, c'est dur à gérer, c'est quoi. exactement ce que, Dur. étant donné l'autodiscipline qu'elle s'inflige la coordination qu'elle a et les facilités qu'elle a, ça va être difficile Ouais. pour pouvoir aller expliquer les choses aux gens, et sinon ça va être Ouais, ou alors faut trouver l'équivalent, une pépite, quelque chose C'est qui ça, fait que c'est- exactement, ouais. c'est ça, aller faut- chercher quelqu'un de son niveau qui est capable de faire autant qu'elle. Je voulais vous interroger aussi sur, on a parlé de la combattante, de la prépa, mais Manon Fiorot, la femme, vous la connaissez aussi très bien. Je pense que pour le grand public, qui a une image de fille très réservée, très timide, qui parle pas beaucoup, je pense que ceux qui la connaissent, et je le sais pour discuter beaucoup avec des gens de son entourage, ont pas du tout cette image-là, et qu'elle est beaucoup plus ouverte à plein de niveaux par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Le grand public n'a pas la vraie image de Manon Fiorot? Non, parce que c'est quelqu'un avec qui on rigole, avec qui on a des bons moments, qui est ouverte, qui aime bien discuter, qui aime bien faire des blagues un peu de partout. Donc c'est vraiment, on passe de bons moments parce que moi je la connais, c'est devenu une amie avec les années et proche. Et donc du coup, voilà, dès qu'on sort, on s'éclate, quoi. Théo? Ouais, bah ouais, clairement, bah, l'entraînement, c'est toujours, c'est toujours très sérieux, mais on a toujours ce côté bonne ambiance, équipe, tous ensemble. Et c'est vrai que maintenant, elle participe à créer cet environnement-là. Mais à chaque fois qu'on est parti en fight week, etc., bah, elle avait toujours ce côté bonne humeur. Donc, ouais, je pense que les gens n'ont pas aussi le bon côté, ce côté-là de Manon. Ah, c'est toujours ce que j'ai vu quand j'étais Ouais. au Boxing Squad, c'est que c'est vraiment, elle met aussi, elle participe de cette C'est ça. ambiance-là, et c'est évident qu'elle elle a ce rôle à jouer. Sans doute l'image publique est pas exactement la même. Par contre, il y a ce sentiment qu'en fait, il y a ce côté, il faut qu'elle ait confiance en vous. Il faut un peu briser ce mur pour qu'elle puisse plus se lâcher. Moi, c'est l'impression que ça me donnait un peu. C'est important. Ce qui est normal, hein, beaucoup c'est d'êtres obligé, humains sont comme ça, en fait, ouais. hein, on est C'est d'accord. obligé d'avoir En fait, tu es obligé d'avoir confiance en l'équipe qui est avec toi, même si tu as confiance d'un point de vue tactique, technique et tout ça. Tu es obligé, en fait, il y a une relation, ce qu'on appelle entraîneur-entraîné. Et là, on est dans le MMA, donc il y a 3 entraîneurs, il y a les entraîneurs plus tout ce qui est préparation physique. Tu es obligé d'avoir de la confiance avec les gens avec qui tu travailles. Tu vas donner ton corps à 100% pour les combats de ta vie qui arrivent. Donc, obligatoirement, tu es obligé d'avoir cet état de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, l'athlète, il se donnera jamais à 100%. Est-ce que vous avez une anecdote, l'anecdote la plus folle que vous avez à l'entraînement, où tu vois un moment où à l'entraînement tu t'es dit mais elle est vraiment à part cette fille? Bon, je pense que hier, c'était pas plus tard qu'hier. C'est simple. Voilà, on va pas aller loin. Enfin, sur du travail de passe avec précision. Elle est tellement précise à des moments que même moi, je ne vois même plus arriver les coups. Elle va me toucher presque 2 fois KO. Voilà, sur les pads avec une vitesse incroyable. Et pendant qu'elle est en train de me taper, elle me dit désolé, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Et tout ça à vitesse max, quoi. Donc voilà. Je peux témoigner, je l'ai vu, un crochet à un moment, il y a un Ouais, crochet c'est- gauche. On l'a vu. Elle le met, il part bien, et elle Ouais. dit juste, désolé. Ouais, c'est ça, désolé, elle est dedans. Donc, Bon, je vous l'avais dit, hein, de nous 3 autour de la table, je suis le seul qui s'est pas fait malaxer par Manon Fiorot, on va être clair, les gars. Vous y êtes tous passés. On y est tous passés. Théo, il y a des moments où t'as une anecdote ou un souvenir où elle t'a choqué par ses capacités, par Ouais, je sais pas quoi. bah beaucoup. Moi, surtout sur ses capacités physiques. C'est vrai que souvent, je suis choqué. Moi, je fais beaucoup de cardio, mais c'est vrai qu'elle a un niveau qui est vraiment très élevé. Et de par ce travail, mais c'est vrai que ça, souvent, je suis toujours choqué de voir ses perfs à l'entraînement. Ouais. C'est important, selon vous, si c'est Manon Fiorot qui est la première française championne incontestée de l'UFC? Je disais, on est dans un sport, on est amoureux d'un sport, tous autour de la table, qui pendant longtemps a été décrié en France. Et décrié, je suis très gentil. Des hommes politiques, des responsables Ouais, sportifs qui c'est ça. mettaient des tacles qu'on peut même pas répéter ici tellement c'est ignoble. Et j'adore le symbole si Manon devient cette première championne et représente à jamais la première à avoir conquis cette ceinture. Comment vous vous situez par rapport à ce débat-là? Alors, si on se projette sur la ceinture, moi, déjà, étant donné que je suis proche de Manon, c'est vraiment une fierté pour elle. Parce que, étant donné le travail qu'elle fournit, et on en parlait tout à l'heure sur le volume de travail qu'elle fait depuis tant d'années, et l'effort qu'elle se donne, et sa vie personnelle qu'elle met de côté pour pouvoir performer, déjà, la première chose en tant qu'ami, c'est que elle mérite vraiment cette ceinture. Après, d'un point de vue institutionnel, politique et tout ça, c'est une belle Symbolique même, tu vois. Symbolique. Ouais. C'est un côté symbolique. Une femme difficile dans le MMA, encore plus, qui va montrer qui a remporté la ceinture en France, la première. Ça restera à jamais la première. Et je pense que ça amène une belle image et un beau symbole de ce sport.
Théo? Ouais, je pense que c'est un message fort qu'elle peut envoyer. Et ça va prouver à tous les gens que c'est aussi un exemple de travail, de discipline, que quand on sait où on veut aller, quand on a ses objectifs en tête et qu'on travaille, ben on peut. Et qu'en France, on a énormément de talent. Et donc, ouais, c'est un beau message. Ouais. Ouais, même un clairement. féminin en France peut être boosté grâce à ce genre de Ouais, en fait, il y a toujours d'événements. toujours cette impression que, tu sais, parfois, je pense qu'il y a des jeunes filles qui aimeraient tester et qui se disent, j'ose pas rentrer dans la salle parce que qu'est-ce que je vais trouver? Ouais, Est-ce qu'on va bien c'est ça. m'accueillir? Est-ce que je pense qu'elle peut apporter ce truc de libérer un peu ça et C'est de ça. dire, bah, elle y est arrivée et je vais Ouais, l'imiter, y quoi. arriver. Ouais. Moi, je pense que c'est un beau symbole, une belle image et ça permet de véhiculer des belles valeurs. Et je pense que si on décroche cette ceinture, ça amènera plus les femmes à vouloir pratiquer ce sport parce que elles peuvent y arriver. Les gars, ma dernière question, elle est simple. 10 mai, UFC 315. Manon Fiorot, Valentina Shevchenko. L'inverse d'ailleurs, puisque c'est Valentina la championne. Comment ça se termine ce combat? C'est les journalistes, vous me connaissez. On aime bien les questions pronostiques à la con. Croustillantes comme ça. Alors, on a fait plusieurs scénarios. Moi, je pense que 4e, ça peut être compliqué pour Valentina. Après, aller jusqu'au KO, je sais pas encore. Mais je pense que ça peut se terminer vers le 4e. Théo? Ouais, totalement d'accord. C'est vrai que le KO, c'est du MMA, il y a tout qui arrive, donc c'est toujours des faits de combat qui arrivent comme ça, mais en tout cas, ouais, je pense qu'à partir du 4e, il y a cette possibilité vraiment de finir le combat. Ouais. Je rebondis quand même sur ce sujet, Jérôme. Le game plan, il est finalisé? Ouais. Parce que maintenant, quand elle en parle, elle dit, il y a du game plan, mais tout se joue aussi au premier round. Qu'est-ce que je vais voir dans la cage? Comment je vais réagir à ce que va faire Valentina et toutes ces choses-là. En fait, c'est cette idée-là, en fait. Nous, on a tout mis en place avec Aldric. On a un algorithme qui part. Donc, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et en fait, à partir de là, on dégage des situations de travail. Donc, c'est la façon dans laquelle on bosse. Ah, mais c'est bien de raconter ça, tu vois, Ouais. de pas se dire. Parce que des fois, des gens pensent que le game plan, c'est un truc hyper précis avec tous les trucs et que si tu sors de ça, t'es complètement Le combat perdu. réel, Ouais. voilà. Après, à ce C'est niveau-là, des grandes idées, c'est des grands C'est thèmes, ça, en fait, c'est comme ça. tu dis. Après, à ce niveau-là, tu as l'athlète qui va pouvoir, en fait, il faut le laisser parler. Parce que c'est là qu'il va pouvoir s'exprimer. Si tu laisses pas parler sur une ceinture de l'UFC, tu frustres ton athlète, il faut le laisser parler. Donc là, il risque d'avoir peut-être moins d'indications de la part du coin parce que voilà, on va la laisser s'exprimer. Et c'est le moment. Merci beaucoup Théo Muris, merci Jérôme Vaullerin et on sera avec vous. beaucoup Jab pour Live l'invitation. sera à Montréal pour vous faire vivre tout ça en inside et cette conquête de la ceinture, on l'espère fort. On croise les doigts pour Manon Fiorot. Merci les gars et à très vite sur Jab Live pour de nouveaux contenus sur cette rendez-vous pour Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko, mais aussi sur plein d'autres contenus MMA, boxe, sport de combat en général. Suivez Jab Live, on continue. Ciao ciao.